Les menottes se sont refermées avec un déclic sec avant même que je ne comprenne ce qui se passait, le métal froid enserrant mes poignets alors que 2 policiers me guidaient vers le bas du perron de ma propre maison, ces mêmes marches que j'avais récurées à fond il y a 3 semaines, pieds nus. Riant aux éclats, un pinceau à la main et les clés de la toute première chose que je possédais vraiment dans ma poche. Je m'appelle Chloé Dubois, et le pavillon derrière moi n'était pas juste une maison, c'était la preuve que je leur avais échappé. Mon frère, Julien, se tenait sur le trottoir, les bras croisés, affichant un calme vertueux, tandis que mes parents se tenaient derrière lui, silencieux, observant la scène sans rien faire pour l'arrêter. Il a utilisé l'argent de la famille, a déclaré mon frère aux officiers, cette maison appartient à la holding familiale. La holding familiale, une expression qu'ils avaient inventée il y a des années pour tout contrôler, chaque cadeau, chaque héritage, chaque succès qui ne passait pas d'abord par eux. J'ai cherché quelque chose sur le visage de ma mère, un doute, de la culpabilité, n'importe quoi, mais elle a détourné le regard. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, je les ai laissés m'installer à l'arrière du véhicule de police pendant que mes voisins regardaient depuis leur fenêtre en chuchotant, mais alors que la portière claquait et que le moteur démarrait. Une pensée s'est installée dans mon esprit avec une clarté parfaite, ils pensaient me prendre ma maison, mais ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de me donner tout ce dont j'avais besoin pour en finir pour toujours, car ils venaient de commettre une erreur fatale. La cellule de garde à vue sentait l'eau de Javel et les vieux regrets, et je suis restée assise sur le banc en métal, les poignets endoloris, fixant le mur vide pendant que tout repassait en boucle dans ma tête, la voix calme de mon frère, le silence de mes parents. La façon dont ma mère refusait de croiser mon regard. Ils ne s'étaient pas contentés de m'accuser, ils étaient d'accord avec lui. Un officier a fini par ouvrir la porte en me disant que je pouvais passer un appel, et je savais déjà qui appeler, certainement pas mes parents ni quiconque portant leur nom de famille. J'ai appelé maître Valérie Lefebvre, l'avocate qui avait supervisé les aspects légaux de mon achat immobilier. Elle a répondu à la 2e sonnerie et quand je lui ai dit « Chloé, ils m'ont arrêté », il prétend que la maison appartient à la holding familiale, elle est devenue silencieuse avant de demander « Avez-vous utilisé des comptes joints ?» Non. Avez-vous signé un document leur accordant départ? Jamais. Sa voix s'est durcie, alors ils viennent de commettre une très grave erreur. 1 heure plus tard, elle est arrivée au commissariat, calme, précise, dangereuse d'une manière que ma famille n'avait jamais comprise. Ils ont déposé une plainte au civil, a-t-elle expliqué en faisant glisser des papiers sur la table, mais ils ont fait escalader l'affaire en accusation pénale pour escroquerie sans aucune preuve. J'ai froncé les sourcils en demandant ce que cela signifiait, et elle m'a regardé droit dans les yeux, ça veut dire qu'ils se sont exposés, car j'ai les relevés de virements bancaires. Ces dossiers prouvaient quelque chose que mon frère n'avait jamais imaginé que je révélerais, l'argent ne venait pas d'eux, il venait de toute autre part. Maître Lefebvre n'a rien ajouté jusqu'à ce que nous soyons seuls dans la salle d'interrogatoire, où elle a posé un dossier sur la table métallique et l'a ouvert lentement, comme si elle dévoilait quelque chose de fragile ou d'explosif. L'apport personnel, dit-elle en tapotant la première page, provient d'un compte ouvert à votre nom seul, alimenté il y a 18 mois. J'ai hoché la tête, car j'avais constitué ce compte en silence, grâce à des nuits blanches, des contrats en freelance, des primes que je n'avais jamais mentionnées, de l'argent que je ne leur avais jamais laissé voir. Mais il y avait plus. Elle a tourné la page. Le virement final, a-t-elle poursuivi, vient de la fiducie. Mon estomac s'est noué, pas le fonds familial, pas le leur, mais le trust de ma grand-mère, celui dont il m'avait dit qu'il était épuisé. Il ne savait pas, dit doucement Valérie, qu'elle avait créé un sous-compte privé accessible uniquement à vous, modifié 6 mois avant son décès. Mes mains se sont figées. Ils ont menti, ai-je chuchoté. Valérie n'a pas cherché à adoucir la vérité, oui, et maintenant ils vous accusent d'avoir volé ce qui était légalement à vous. À l'extérieur de la pièce, je pouvais entendre le murmure distant des voix, la machinerie de leur accusation qui avançait déjà, mais Valérie a refermé le dossier en disant « Ils ont forcé cette affaire au grand jour, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus cacher ce qu'ils ont fait. » Pour la première fois depuis que les menottes s'étaient refermées sur mes poignets, j'ai souri, parce qu'ils ne m'avaient pas seulement attaqué, ils s'étaient démasqués. Le matin venu, j'ai été relâchée, sans excuse, sans reconnaissance, juste une signature silencieuse et le retrait des menottes comme si rien de tout cela n'avait compté, mais ça comptait. À la sortie du commissariat,
Valérie m'a tendu mon téléphone qui vibrait sans fin, appel manqué, messages, notifications s'empilant comme des briques qui s'effondrent. Mon frère avait déjà commencé à réécrire l'histoire en postant en ligne « Nous protégeons simplement ce qui nous appartient », un message que mes parents avaient leaké. J'ai fixé l'écran un long moment avant que Valérie ne parle, ils ont déposé une requête d'urgence pour faire saisir la propriété. Ma poitrine s'est serrée, peuvent-ils le faire? Elle a secoué la tête, pas avec ce que j'ai. Elle m'a tendu un autre document, pas seulement le virement du trust ni les relevés bancaires, mais une lettre signée du notaire de ma grand-mère confirmant que les fonds avaient été intentionnellement cachés à la famille pour me protéger exactement de cette situation. Elle savait, elle les avait vus clairement. Ils vous ont accusé publiquement, a dit Valérie, ce qui signifie que nous pouvons répondre publiquement. J'ai regardé les portes du commissariat, l'endroit où ils pensaient m'avoir brisé. Ils voulaient le contrôle, ai-je dit doucement. Valérie a hoché la tête, et maintenant, ils nous ont donné un moyen de pression. Pour la première fois depuis mon arrestation, je ne réagissais plus, je planifiais, et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. 2 jours plus tard, ils sont venus à la maison, pas avec la police cette fois, pas avec des accusations criées sur le trottoir, juste mon frère se tenant raidement sur le perron comme s'il était encore chez lui. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Tu as approuvé ton point de vue, a-t-il dit en évitant mon regard, tu as embarrassé la famille. J'ai failli rire, tu m'as fait arrêter. Il a légèrement tressailli, tu n'aurais pas dû utiliser l'argent de mamie dans notre dos. Dans notre dos, comme si j'avais jamais fait partie de leur cercle. J'ai tenu la lettre que Valérie m'avait donnée, elle me l'a laissée à moi, pas à toi, pas à la holding familiale, à moi. Il a fixé le papier comme s'il pouvait disparaître s'il clignait des yeux assez forts. Tu es en train de nous déchirer, a-t-il dit doucement. Non, ai-je répondu, tu as fait ça quand tu as appelé la police. Il n'avait pas de réponse à cela. Derrière lui, mes parents étaient assis dans la voiture, regardant, attendant, ils ne m'avaient toujours pas parlé, n'avaient toujours pas demandé si j'allais bien. Il s'est tourné pour partir et pour la première fois, je l'ai vu clairement, ils n'étaient plus confiants, ils avaient peur parce qu'ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être effacée et maintenant, c'était eux qui avaient quelque chose à perdre. La date d'audience au tribunal a été fixée plus vite qu'ils ne l'espéraient, car les référés d'urgence ont tendance à accélérer la vérité, surtout quand quelqu'un utilise le système judiciaire comme une arme. Maître Lefebvre était assise à côté de moi dans la salle d'audience, calme et précise. De l'autre côté de l'allée, mon frère évitait de me regarder, mes parents assis derrière lui, rigides, leur confiance amincie, leur silence plus lourd. Leur avocat s'est levé le premier, parlant d'actifs familiaux, de fonds détournés et d'héritage partagé, rendant le tout propre et raisonnable. Puis Valérie s'est levée, elle n'a pas élevé la voix, elle n'en avait pas besoin. Elle a remis au juge les documents de la fiducie, les virements, la lettre signée du notaire confirmant que ma grand-mère avait délibérément protégé ses fonds du reste de la famille. Le juge a lu silencieusement, puis a levé les yeux. « Monsieur Dubois, a-t-il dit à mon frère, cette propriété ne fait partie d'aucun fonds familial commun. » Les mots ont atterri comme un changement de gravité. Valérie ne s'est pas arrêtée là, elle a présenté le rapport d'arrestation, la plainte pour escroquerie déposée sans preuve, l'escalade qui m'avait mis les menottes au poignet. L'expression du juge s'est durcie, ce tribunal prend très au sérieux les fausses accusations criminelles. Pour la première fois, mon frère a eu l'air effrayé, pas en colère, pas confiant, mais effrayé, parce que l'accusation censée me détruire était en train de les défaire. Le juge n'a pas statué immédiatement, il s'est penché en arrière, les doigts croisés, étudiant la salle, les preuves, la chronologie, l'intention, puis il a parlé. La demande civile est rejetée, la propriété reste sous la seule propriété de mademoiselle Dubois. Les épaules de mon frère se sont affaissées, ma mère a inspiré brusquement derrière lui, mais le juge n'avait pas fini, ce tribunal renvoie également la plainte pénale frauduleuse au parquet pour un examen plus approfondi. La salle est devenue silencieuse, mon frère a blêmi, mon père m'a enfin regardé, pas avec colère, mais avec quelque chose de nouveau, du regret. Il s'était attendu à m'intimider, au lieu de cela, il s'était exposé. À l'extérieur de la salle d'audience, Valérie s'est tournée vers moi. « Vous êtes libre » a-t-elle dit simplement, libre non seulement des charges, mais de... Mon frère a essayé de parler alors que nous passions. « Chloé.
Je ne me suis pas arrêté de marcher. Pendant des années, j'avais porté leurs attentes, leur contrôle, leur conviction que tout ce que je bâtirais leur appartiendrait toujours, mais plus maintenant. Dehors, l'air semblait différent, plus léger, parce qu'ils n'avaient pas seulement perdu la maison, ils avaient perdu leur pouvoir sur moi, et pour la première fois de ma vie, je ne me battais pas pour garder quelque chose, je m'en allais avec tout. 3 jours plus tard, l'avis officiel est arrivé, pas pour moi, mais pour eux. Le procureur de la République avait ouvert une enquête pour dénonciation calomnieuse. Déposer des accusations de fraude sans preuve n'était pas seulement mesquin, c'était illégal, ils avaient essayé d'utiliser le système comme une arme et maintenant le système se retournait contre eux. Mon frère a appelé une fois, j'ai laissé sonner. Ma mère a laissé un message vocal, sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue, nous ne pensions pas que ça irait aussi loin. Je ne l'ai écouté qu'une seule fois, puis je l'ai effacé. Cet après-midi-là, j'ai marché lentement à travers ma maison, la lumière du soleil tombait sur le parquet que j'avais choisi moi-même, les murs sentaient encore légèrement la peinture fraîche, et chaque coin portait la preuve de quelque chose qu'il n'avait jamais cru que je pourrais faire seul. Cette maison n'était pas juste une propriété, c'était l'indépendance, c'était la vérité, c'était la mienne. Dehors, le quartier était calme, pas de voiture de police, pas d'accusation, pas Dieu qui épie, juste la paix. Ils avaient essayé de tout me prendre, ma maison, mon nom, ma liberté, mais au lieu de cela, ils avaient exposé leurs mensonges et m'avaient donné la seule chose qu'ils ne pourraient jamais récupérer, ma vie.